Ces hommes, ce sont des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Pour eux, cette fin de mois de juillet est une renaissance salariale. Depuis plus de 5 ans, pour certains, 20 ans pour d'autres, c'est la première fois que les 2/3 de leur salaire ont été virés sur leur compte bancaire. Directement prélevés à la solde, du fait de nombreuses dettes contractées auprès des maisons de crédit à l'équipement et surtout auprès des usuriers, ils étaient pour la plupart sans salaire depuis de nombreuses années. Grâce à un décret présidentiel pris le 18 juillet 2014 par le président Alassane Ouattara pour mettre fin à leur galère, ils sortent aujourd'hui d'un long cauchemar. Le décret fait obligation à la solde de virer aux fonctionnaires les 2/3 du salaire, quel que soit le montant des dettes à prélever à la source. Une victoire pour ces hommes qui se font appeler les fonctionnaires abusivement précomptés, une victoire qui en fait a été une longue marche. Tout a commencé ici, dans le jardin public du Palais de la Justice à Abidjan-Plateau. Les fonctionnaires surendettés décident de briser le mur de la honte et de militer au grand jour dans une association pour le rétablissement de leur salaire. En face, les usuriers, encagoulés sous le nom de maisons de crédit. Ces surendettés ont créé une association, ABFI, entendez Association pour le bien-être du fonctionnaire ivoirien. Depuis, ils acceptent de parler à visage découvert. Les précomptes sont légaux. Quand vous prenez un bulletin de salaire, il y a à la partie, à l'extrême droite, il y a une case qui est là, où c'est marqué retenu. Et ces retenues-là, c'est ce qui fait les précomptes. Vous savez, les précomptes, par définition, c'est ce qu'on prend dans le salaire de quelqu'un avant que son salaire, son avoir, ne soit viré à la banque. C'est ce qu'on appelle précompte, c'est-à-dire compter avant. Et à partir, compte tenu de tout ça, le gouvernement a mis en place même un service précompte au niveau du Trésor. C'est l'instance même qui paye tous les fonctionnaires du pays. Donc quand vous allez au Trésor, il y a un service qu'on appelle service précompte. Et il y a les fondés de pouvoir qui sont là, qui gèrent tout ça. Et à l'origine, comme je l'ai dit, c'est légal. Parce que quand vous êtes marié légalement avec quelqu'un, par exemple, et que ça ne va plus dans le couple, la femme peut saisir la justice pour dire j'ai des enfants en bas âge et il est parti, on n'est plus ensemble. Et comme je ne peux pas le forcer comme ça, nul ne doit se rendre en justice, je ne peux pas le forcer pour me donner de l'argent, donc je vais en justice pour qu'on me donne une pension alimentaire. Et tout ça, c'est des précomptes. Et il y a une audience de conciliation, et après ça, la dame a une ordonnance qu'elle dépose, ou bien le monsieur a une ordonnance qu'il dépose au Trésor pour être précompté pour les enfants à bas âge, jusqu'à la majorité. Donc voilà des brèches qui légalement ont été ouvertes. Mais qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps? Les gens sont venus, les margouillas qu'on connaît, c'est-à-dire les usuriers qu'on appelle communément margouillas, qui sont arrivés de leur pays, de leur pays respectif. Je ne donne pas de nom en ce moment, de nom de pays. Et quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont vu que le système était trop poreux. Ça veut dire quoi? Que des gens peuvent avoir de l'argent qu'ils ont acquis peut-être malhonnêtement ou bien de façon frauduleuse, qu'ils peuvent vouloir blanchir. Il faut placer cet argent-là. Ils ne peuvent pas aller directement dans une banque pour déposer cela. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en groupe ou bien ils font une petite représentation commerciale pour pouvoir attirer des fonctionnaires, c'est-à-dire ceux qui sont payés régulièrement par l'État de Côte d'Ivoire, vers eux, à qui donnent une partie de cet argent-là qu'ils récupèrent avec un taux prohibitif et exorbitant. Voilà où les précomptes commencent à devenir un mal. Et à partir de ce moment-là, les gens se sont dit, bon d'accord, comme on peut passer par le Trésor pour faire ça. Or, moi je suis une personne physique. Quand je donne de l'argent à une autre personne physique, ce n'est pas sûr que je puisse récupérer l'argent dans la même condition. Donc il faut un créneau. Et le créneau, ça a été tout trouvé, les précomptes. Ils vous donnent de l'argent, 15 000 ou bien vous donnent 30 000. Vous signez des papiers, vous signez la cession de rémunération qui dit que vous lui donnez une partie de votre salaire.
Et comme ça ne peut pas, pour 15 000 francs, ce n'est pas une partie de salaire qu'on va donner, c'est trop flagrant, on passe par les histoires de marchandises. On vous dit, bon voilà, j'ai de la marchandise quelque part, vous allez prendre ça, et l'argent que je vous ai donné, vous allez signer. Et au lieu que vous me donnez comme ça, je vais passer par le trésor, qui est votre employeur. Et vous êtes d'accord parce que vous avez besoin d'argent. Voilà comment, de fil en aiguille, les précomptes sont devenus un mal, une gangrène pour le fonctionnaire. Via le trésor et avec la complicité de certains agents. Je vous dis que les précomptés, c'est une frange de fonctionnaires cosmopolites. Il y a des policiers, des juges et même des sous-préfets qui sont dedans. Certains ont honte, c'est vrai. Je vais passer à la télévision, on va me voir. Mais nous autres là, nous avons voulu aller au-delà de la honte. Pour que des âmes sensibles nous écoutent, pour nous porter secours. En Côte d'Ivoire, on dénombre plus de 6 000 fonctionnaires victimes des usuriers. Mais ici, une question revient sur toutes les lèvres. Pourquoi sont-ils allés se mettre sous le joug des usuriers, encore appelés margouillas? J'ai perdu ma belle-mère en ce temps, la maman de ma conjointe. Alors j'avais un prêt en cours à la banque. J'étais dans l'obligation d'avoir de l'argent. Donc je suis allé voir ces maisons de crédit là qui me font des crédits, puisqu'ils te donnent de l'argent directement. Et ça m'a permis de relever la tête dans ma belle famille. Et le mal ne venant pas seul. Chaque fois qu'il y avait un problème, alors je trouvais cette facilité d'aller vers ces maisons-là pour trouver de l'argent assez rapidement. Alors jusqu'en 2007, ce n'était pas encore aussi grave, parce qu'il y a ce qu'on appelle la quotité. Alors les maisons étaient obligées d'appeler d'abord le trésor, qui regardait si le tiers de votre salaire n'était pas englouti, avant de vous donner quoi que ce soit. Mais depuis les années 2008-2009, ça a changé. Les maisons automatiquement ont votre salaire, et les maisons décident elles-mêmes de vous donner les prêts sans passer par le trésor. Alors ça fait que vous pouvez aller dans plusieurs maisons le même jour. Puisque vous êtes à la recherche de l'argent pour régler votre problème. Même si vous avez un cas de maladie, c'est de l'argent que vous cherchez pour que votre malade soit guéri. Alors je me suis retrouvé englouti avec une vingtaine de précomptes sur mon bulletin. Le salaire de base étant 300 000 francs. Quand le trésor me vire un salaire, c'est 80 000 francs. Que le trésor vire à la banque. Pendant que je dois à la banque. Donc à la fin du mois, je me retrouve sans salaire. En ce moment même, ça me fait 5 mois. Je n'ai pas pu retirer 5 francs à la banque. 5 mois sans salaire. Je vis avec ma femme et mes enfants. Comment vont-ils manger? Comment payer le loyer? Finalement, nous sommes des mendiants. Comment faire le travail? Le travail pour lequel même on nous paye. Comment tu fais le travail? Comment tu te déplaces même pour aller au travail? C'est un souci. Les précomptes n'arrivent pas comme ça. Les précomptes arrivent avec les problèmes de maladie, les problèmes de famille. Depuis 1989, j'ai été malade. Vous voyez que les structures d'État n'ont pas d'assurance pour s'occuper des fonctionnaires. J'ai été aphone pendant près de 13 ans. De 1989 à 2006, je ne parlais pratiquement pas. Et tout l'argent que je recevais, malgré l'effort que je faisais, rentrait dans les médicaments. Il fallait me traiter pour pouvoir survivre. Je l'ai fait. Il y a aussi la famille qui grandit et les enfants qui évoluent. Et dans leur évolution, ça demande encore des dépenses. Alors, à partir de 2001, lorsque mon premier fils va rentrer à l'université, je vais me trouver devant un cas de manque de moyens. Je vais d'abord m'adresser à ma banque. La banque refuse de m'apporter l'aide parce que je lui devais encore 6 mois de prêt. Donc on ne pouvait pas me faire un prêt complémentaire. Et là, je vais m'adresser
dans un premier temps à une structure pour prendre des marchandises, comme les collègues l'ont expliqué au départ, pour vendre. Et ainsi va débuter le cycle interminable de remise de ces mêmes crédits, puisque ça ne pouvait pas résoudre du coup le problème. L'autre cas qui va m'enfoncer, je vais perdre au cours de cette maladie mon beau-père. Vous connaissez l'Afrique avec ses histoires de funérailles. Pour les fonctionnaires surendettés, le pacte lié avec les usuriers est lourd de conséquences. Ils disent y avoir perdu leur dignité et leur vie. Pour certains, les femmes nous ont abandonnés. Mais quand tu n'arrives pas à donner à manger le minimum vital à ta famille, est-ce que tu peux lui dire de rester chez toi? C'est quasiment impossible. Nous nous mettons à la place de ces femmes-là. Les femmes que nous avons dans nos maisons. Quelqu'un vient épouser votre fille et il n'arrive même pas à la nourrir, à plus forte raison, la soigner. Qu'est-ce que tu fais? Tu es prêt à ce que ta fille reste chez lui pour qu'elle en meure? Nous vous présentons ici un exemple palpable des procédures, des précomptes abusifs. C'est un fonctionnaire que vous voyez. Voici les conséquences néfastes des précomptes abusifs. Il a décidé de jeter la honte et se présenter à visage découvert à la télévision. Et ils sont nombreux comme ça à travers le pays. Comment tu vis aujourd'hui? Tu as une femme, tu as des enfants. Mais à cause de ma situation, un homme qui était surprécompté, il ne peut pas marier. Je ne peux pas subvenir moi-même à mes propres besoins. Je ne peux pas aider aussi, faire plaisir à ma camarade. Elle s'en va. Je peux plus juste célibataire à cause de précompte. Jusqu'à je n'ai même plus goût aux relations sexuelles. Nous ne vivons plus. Nous ne vivons plus. Ça, je suis catégorique. Nous ne vivons plus. Nous passons des mois et des mois sans aller à la solde. Le peu qui arrive, le banquier retire. Et tu dois encore à la banque. Tu es obligé d'aller voir quelqu'un d'à côté pour lui emprunter au moins de l'argent pour payer la maison. Et à celui-là, tu dois lui remettre ta carte pour qu'il puisse faire l'opération à ta place. Et lorsqu'il n'a pas pu faire l'opération, il te poursuit. Il va jusqu'à ton domicile. Il va jusqu'à t'humilier dans ton établissement, à ton lieu de travail. Où allons-nous? Même si les fonctionnaires surendettés reconnaissent leur part de responsabilité, ils accusent l'administration publique et les banques de les avoir livrés aux usuriers. Certains vont même jusqu'à parler de complicité, dénonçant un système mafieux dans lequel tout le monde s'enrichit sur le dos des fonctionnaires. Les banques sont complices des usuriers. La preuve de leur complicité, en tant que fonctionnaire, quelqu'un qui a son salaire régulièrement viré, il a une date à laquelle il doit aller à la retraite, il est encore loin de la retraite. Et la banque sait que ce type est solvable. Pourquoi laisser les gens entrer dans un autre système? Si la banque prenait sur elle de payer, donner des prêts conséquents, de sortir tous ces gens qui sont en train de mourir, alors que de donner de l'argent aux usuriers pour venir placer. Ce serait encore mieux. Donc, c'est un engrenage total. Vous ne pouvez pas le savoir. C'est un engrenage total. Quand on va vers ces administrateurs financiers, nous nous heurtons à une mafia. À une mafia. Parce qu'au moment où on les voit, ces mêmes usuriers qui sont nos bourreaux, ils sont en contact permanent avec eux. Et ce que je vais même dévoiler comme secret ahurissant, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre les positions des soldats dans les maisons de crédit. Voilà, ils sont directement connectés sur les services
de l'administration publique. Diantre, où sommes-nous? J'ai souscrit à une assurance maladie. Je vous dis que la solde a pris sur, la direction de la solde a pris sur elle de résilier mon assurance au profit des maisons de crédit. Aujourd'hui, je ne peux plus me soigner. Cette complainte et ces accusations sont partagées par les 6 000 fonctionnaires surendettés. Des fonctionnaires surendettés dont la répartition en catégories socio-professionnelles reste frappante. Le corps enseignant a le ton de tête. Selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, 78% des fonctionnaires victimes des usuriers sont des enseignants. 23% des 94 600 instituteurs et professeurs de lycées et collèges roulent sous le poids des dettes. Nous sommes les plus nombreux aussi de la fonction publique. Nous sommes les surendettés. Et aujourd'hui, quand on dit enseignants, ils ont même une mauvaise image de nous. Quand vous allez au trésor, là, que vous voulez négocier même une petite augmentation, les précomptes à suspendre un peu, on dit, oh, vous les enseignants, vous aimez ça. Mais pourtant, eux tous, ils sont passés par les enseignants. On ne peut pas comprendre qu'on ait un peu d'égard pour l'être que nous sommes. Vous prenez aujourd'hui une famille de 5 fonctionnaires. Vous allez vous rendre compte que malheureusement, curieusement, l'enseignant est plus sollicité. Contrairement à la même vie où il y a aussi un DG des impôts, un cadre de la douane, mais tout le monde se rabat sur l'enseignant parce qu'on se dit qu'au moins lui, il pourra au moins avoir une oreille attentive à ce qui est posé comme problème. Non, les enseignants, parce que c'est eux qui ont, dans la grille salariale de la fonction publique, c'est eux qui ont un salaire assez élevé. Donc eux, ils se permettent, ils peuvent se permettre beaucoup de choses, aller faire des précomptes par-ci, par-là. Il y a ça d'abord. Et il y a le fait même principalement que le fonctionnaire, l'enseignant, n'a pas le temps matériel pour lui-même. Il passe le clair de son temps à l'école et quand il revient à la maison pour pouvoir se reposer, je parle des élèves des enfants, c'est des feuilles qu'il a pour corriger. Et ensuite, à chaque fin de trimestre, il est obligé de faire des calculs de moyenne. Donc vous voyez que l'enseignant n'a pas le temps. Donc il n'a que son salaire pour vivre. Donc dès qu'un petit problème surgit, quelque part, de façon ponctuelle, il est obligé de se débattre pour juguler ce problème. Or, comme il n'a pas d'autre chose, c'est les précomptes. La conséquence du surendettement des enseignants est sans appel. Selon la DEMOS, la structure en charge du développement de la mutualité des œuvres sociales en milieu scolaire, chaque jour ouvrable, 2 enseignants meurent faute de moyens financiers. Pour faire face à ce drame et changer la donne, le ministère de l'Éducation nationale a favorisé la création d'une mutuelle, la mutuelle du personnel du ministère de l'Éducation nationale. À peine créée, en avril 2004, elle déclare la guerre aux usuriers. Nous allons leur mener la guerre. On va leur mener la guerre parce que grâce à eux, nos enfants n'ont pas de bons résultats à l'école. Grâce à eux, nous avons un manque d'enseignants dans nos écoles. Nous allons d'abord, dans un premier temps, recenser tous les usuriers, les maglias, savoir combien ils sont, et recenser aussi tous les surendettés, savoir leur nombre, combien ils sont, et nous pouvons racheter leurs dettes. Parce que nous allons racheter les dettes auprès des usuriers. Mais nous n'allons pas les racheter les dettes avec les intérêts. Nous allons racheter les dettes en nous basant sur le principal. Ici, c'est 200 000 francs qu'il a pris comme crédit. Nous allons payer les 200 000 francs et permettre à l'enseignant de respirer financièrement. Et de manière souple, il pourra rembourser cet argent à la mutuelle, sans pression.
Depuis sa création, la mutuelle du personnel du ministère de l'Éducation nationale est à pied d'œuvre pour sortir les enseignants du surendettement. Vous savez que la MIGEPSI, c'est la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de Côte d'Ivoire. Et cette mutuelle prend 70% des prises en charge au niveau des médicaments dans nos officines, c'est-à-dire dans nos pharmacies. Et il se trouve que les enseignants, pour les 30% récents, il y a certains qui sont obligés de s'abonner aux médicaments, aux vendeurs de médicaments de la rue. Et donc, votre mutuelle va prendre en charge? Oui, les 30%. Comme ça, l'enseignant qui part avec sa carte de la MIGEPSI et sa carte de la MIPMNFSI dans une pharmacie, il ressort tranquillement avec ses médicaments sans débourser un rond. Parce que la mutuelle prend en compte les 30%, c'est la complémentarité. Si le combat de l'association Action pour le bien-être du fonctionnaire ivoirien est en train de porter ses fruits, c'est en partie grâce à l'implication du ministère en charge de la solidarité. En plus du soutien apporté aux travailleurs victimes des usuriers, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a invité les maisons de crédit à l'équipement légalement constituées à tout mettre en œuvre pour se démarquer des activités des usuriers. La société côte-ivoirienne d'équipement est la plus ancienne et la plus grande d'entre elles en termes de chiffre d'affaires. Créée en 1957, la société côte-ivoirienne a pour activité principale la vente de biens d'équipement à crédit. Cette vente se fait essentiellement aux fonctionnaires et agents de l'État, aux retraités relevant de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, CEGRAE, aux gendarmes et aux militaires. Elle dispose de plusieurs entrepôts dans la zone portuaire d'Abidjan. Nous sommes dans l'un de ces 6 magasins d'exposition. Ici, chaque année, 2000 dossiers de crédit sont réalisés pour un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA. Avec le phénomène des usuriers qui se camouflent derrière des noms fantoches de maisons de crédit, la côte-ivoirienne d'équipement a souvent été victime de cette confusion. Aujourd'hui, les responsables nous ouvrent les portes de la société. Objectif, rassurer autorités administratives et population. Le directeur est formel. La côte-ivoirienne n'est pas mêlée aux activités des usuriers. La preuve, la procédure de vente de biens d'équipement à crédit s'y déroule en toute légalité. Quand le potentiel client se présente avec l'intention d'acquérir un bien, nous lui demandons donc de nous fournir le dernier bulletin de salaire, sa carte nationale d'identité, ou à défaut le titre de séjour provisoire ou un passeport en cours de validité. Il faut savoir que le crédit qui est accordé est remboursé soit par prélèvement à la banque ou bien par précompte direct sur salaire au trésor. Donc en fonction, on peut lui demander si d'aventure les problèmes doivent se faire à la banque, nous allons lui demander de nous donner le dernier relevé de compte afin d'avoir une lecture de l'ensemble des engagements qui sont en cours. Si effectivement il a de la côté permettant des précomptes à la banque. Donc quand il a donné ces documents. Après analyse,
Si la vente à crédit et l'achat pour lui peut être conclu, alors à ce moment-là, tous les documents constitutifs du dossier de crédit sont établis et soumis à sa signature. Donc il va prendre connaissance, les lire attentivement et signer les différents documents. Quand toutes les signatures sont terminées, il va s'acquitter à la caisse le cas échéant des frais qu'il doit payer, et une fois cela fait, il rentre en possession de la marchandise faisant objet du dossier d'achat à crédit. Donc maintenant, en fonction du mode de remboursement, si c'est des prélèvements qui doivent se faire chaque mois à la banque, chaque mois, une disquette est présentée en banque à l'effet des prélèvements sur le salaire qui est viré en banque. S'il s'agit d'un dossier qui a été accordé, qui doit être remboursé par des précomptes directs à la source, des documents que le client signe au moment de la constitution du dossier, il y a une reconnaissance des dettes, une cession volontaire des rémunérations, une cession volontaire des salaires et une requête aux fins de décision volontaire. À ces trois documents, nous allons ajouter donc la photocopie de la carte d'identité du client, le bulletin de salaire qu'il a donné et une copie de la facture. Cet ensemble est remis à un huissier qui saisit les greffes aux fins d'une ordonnance qui rendra exécutoire la cession volontaire décidée par le client. Donc, lorsque cet ensemble est soumis au juge, après examen, si le client a effectivement de la côté, comme nous l'avons constaté chez nous ici, alors le juge délivre l'ordonnance rendant exécutoire les précomptes. Donc, le juge, une fois l'ordonnance signée, l'ensemble est transmis à l'AJT, donc l'agence judiciaire du Trésor, qui après examen, le transmet ensuite au service des précomptes pour exécution. Donc en ce moment-là, les précomptes sont opérés conformément aux échéances qui sont définies dans l'ordonnance. Voilà brièvement comment le travail s'est fait. La confusion usurier-maison de crédit s'explique. En Côte d'Ivoire, seulement 6 sociétés régulièrement constituées possèdent l'agrément de vente de biens d'équipement à crédit. Seulement voilà, sur les bulletins de solde des fonctionnaires, on peut enregistrer jusqu'à 200 sociétés différentes de vente d'équipement à crédit. Derrière les sociétés fictives tapissent les magouillas. C'est que les usuriers profitent des failles du système. La procédure de l'ordonnance est vicieuse. Lorsqu'il s'agit d'une cession volontaire de rémunération au profit d'une main de crédit, le tribunal ne vérifierait pas toujours l'agrément des maisons de crédit à l'équipement. Autre faille du système, cette fois exploitée par le fonctionnaire lui-même pour tromper la vigilance du tribunal, la facilité avec laquelle l'on peut créer de faux bulletins de salaire. Aussi, ce serait trop facile de nous dédouaner. Nous y avons une part de responsabilité, à toute honnêteté. Mais nous avons compté sur la quotité saisissable du tiers, qui n'est jamais respectée à la solde. Souvent, les fonctionnaires sont les premiers à se plaindre, mais ils sont d'abord en partie les premiers responsables. C'est parce que je suis tenu par, si vous voulez parler de ce cas, sinon, si certains veulent, je vous donne des bulletins, où le fonctionnaire, par exemple, va au service des précomptes, faire supprimer des engagements. C'est-à-dire, vous prenez son bulletin du mois de juin. En réalité, il a par exemple perçu un salaire net de 150 000 en raison des précomptes qui sont sur le bulletin. Mais pour tromper notre vigilance et avoir recours à un informaticien, supprimer des précomptes sur le bulletin. Donc, il viendra avec un bulletin qui, pour vous, est sans engagement. Alors qu'en réalité, il est endetté. Donc, vous lui faites ce dossier, par exemple. Mais vous qui l'avez reçu, et même le juge qui va, au vu de ce bulletin, signer une ordonnance, mais il n'y comprendra rien. Il faut être le bon Dieu pour ça qu'effectivement, il y a une opération de nettoyage, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on découvre. Donc, si le monsieur vient à ce bulletin, vous allez effectivement, pour vous avez reçu un client qui vous achète un écran de télévision, vous faites le dossier, vous lui livrez l'écran qu'il a acheté. Ensuite, vous faites votre nécessaire pour que l'ordonnance vous soit signée aux fins des précomptes.
Le juge, effectivement, signe l'ordonnance parce que, au vu du bulletin qu'il a sous ses yeux, il y a une quotité. Mais sauf que la réalité est tout autre. Donc, partant de là, je dis, les fonctionnaires sont souvent, pour acquérir un bien, ils font ça. Ou alors, quand il a fini d'avoir un crédit au niveau de la société côtoyenne d'équipement, il ne s'en contente pas. Peut-être qu'il a besoin d'un réfrigérateur, mais il voulait un écran de télé et un réfrigérateur. Sauf que malheureusement, le salaire qu'il perçoit ne lui permet qu'un seul bien. Donc il achète cela chez vous. Mais comme il n'est pas, si vous voulez dire, satisfait, permettez-moi l'expression, il va tirer une autre copie du bulletin du même mois. C'est-à-dire, il faut voir, nous sommes dans le mois de juillet, avec le bulletin du mois de juin. Vous voulez faire ce dossier à la Côte ivoirienne. En principe, il n'a plus de quotité. Mais il va le tirer une autre copie du même bulletin du mois de juin pour aller ailleurs, faire un autre crédit. Mais c'est le crédit qu'il aura contacté à la Côte ivoirienne, plus celui qu'il aura contacté ailleurs. Chacune de ces maisons, normalement, n'est pas en faute. Ces dossiers seront transmis jusqu'au juge. Mais c'est la mémoire humaine. Aujourd'hui, il va signer peut-être le dossier de Côte-Ivoire, il va arriver sur son bureau, il va signer l'ordonnance de Côte-Ivoire. 2 semaines ou bien 3 semaines après, c'est le dossier du concurrent qui arrive sur le bureau du juge. Il va signer. Mais il n'y est pour rien. Mais le fonctionnaire a trompé tout le monde. Combattre les usuriers n'est pas une mince affaire. Certainement par d'espoir, le gouvernement s'était lancé dans une campagne de rafle générale à travers les rues du plateau, quartier des affaires. Espérant bien souvent, sans preuve matérielle, arrêter les margouillas qui pullulent la rue des banques. Une opération d'éclat, mais qui s'est avérée très peu efficace. Le salut des fonctionnaires surendettés viendra du décret du président de la République, pris en Conseil des ministres le 18 juin 2014. Dans le cadre des procédures de saisie des rémunérations, ce décret institue une quotité saisissable unique fixée à 33% du salaire, y compris les accessoires de rémunération. Par ailleurs, il profite de la quotité cessible dont le taux applicable était de 33%. Il sera désormais variable en fonction du revenu de 35 à 57%. Cette mesure vise à favoriser l'accroissement de la capacité d'emprunt des salaires et des retraits auprès des banques et établissements financiers. Pour les fonctionnaires ivoiriens surendettés, c'est une victoire. D'ailleurs, le décret du président ne nous étonne pas. Nous avons continué à le remercier parce qu'en 1990, il était Premier ministre et conscient du fait que des fonctionnaires étaient en train de mourir déjà, il avait fait suspendre les comptes à l'époque, pendant 3 mois. L'actuel président de la République, il était encore Premier ministre. Donc il connaît ces dossiers. C'est pourquoi quand il a pris ces dossiers, nous avons applaudi. Parce que l'homme dit, il est conscient qu'il y a des familles qui meurent. Et des familles meurent effectivement. Le décret nous réjouit tant parce que le décret a beaucoup. Le décret dit donner les 2 tiers. En ce qui concerne la saisie des rémunérations, que ce soit à la banque ou bien entre personnes physiques, sur le salaire, tout. Donnez les 2 tiers. C'est ce que le gouvernement a dit. Les 2 tiers du salaire. Donc quand quelqu'un qui a 300 000 et qui est endetté, on divise les 300 000 par 3, ça fait 100 000. Les 100 000 sont réservés pour tout ce qui est dépense, tout ce qui est dette. Et les 2 tiers, les 200 000 reviennent aux fonctionnaires. En fait, c'est un tiers qui revient aux fonctionnaires parce qu'il a des engagements à la banque. La banque aussi prend les 1 tiers. Donc finalement, c'est 1 tiers on a. Mais avec le tiers là, on est bien, on sait qu'on n'est pas précompté abusivement. On peut payer nos maisons, scolariser nos enfants et quitter les rues. Toujours dans le souci de trouver une réponse définitive à l'engrenage du surendettement, des documents administratifs seront obligatoires pour faire crédit à un fonctionnaire. Désormais, sans attestation de quotité, pas de crédit. On nous a dit que pour nous empêcher nous-mêmes d'aller là-bas, parce qu'au moment où on est en train de discuter ici, il y a des gens qui sont en train de signer des dossiers. Et pour remédier ou bien pour pallier ce genre d'éventualité, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent mettre en place une attestation de quotité. C'est-à-dire quand vous avez la quotité, si vous voulez faire crédit quelque part, vous devez passer d'abord au trésor. Prendre le papier avec votre nom, tout,
avec vos références, votre numéro de matricule, le salaire que vous avez, la marge de quotidien que vous avez, c'est ce que vous prenez pour aller donner à la structure créancière qui veut vous faire crédit. Et à partir de ce moment-là, vous signez quelque chose en bonne et due forme. Mais tant que vous n'avez pas ça, toutes ces maisons-là seront informées que tant qu'il n'y a pas l'attestation, un fonctionnaire n'est pas muni de cette attestation-là, de ne pas lui faire crédit. Si vous lui donnez, ce n'est plus dans le cadre de saisie de rémunération, mais c'est dans le cadre d'usure, de personne à personne. Là, vous réglez ça entre vous. Au-delà de toutes ces mesures gouvernementales, la créance demeure. Pour les fonctionnaires surendettés, il n'y a pas de doute. L'État doit racheter totalement leurs dettes afin de les libérer définitivement. L'État ivoirien même gouverné par un économiste. Il sait ce qu'il peut faire. Transformer quelque chose en dette intérieure. On ne va pas lui apprendre des choses. Hein, on a dans le gouvernement au moins 4 ministres de l'économie, de budget, tout ça. Donc pour lancer l'économie, ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Comment prendre quelque chose pour que ça soit une dette intérieure, ils peuvent le faire. Nous, dans un premier temps, nous, on court à la justice. C'est là-bas on a été attachés, on s'est détaché là-bas. Mais eux, ils peuvent s'asseoir, discuter entre eux et puis prendre tout ça. Parce que nous, on a fait un petit calcul la dernière fois. Ça fait même pas 3 milliards. Ça ne fait pas 3 milliards de francs CFA. Si c'est trop, ça tourne autour de 2 milliards, 2 milliards 500 millions. C'est pas ça, c'est une goutte d'eau dans la mer pour un État ivoirien, pour un État comme la Côte d'Ivoire. Donc les gens peuvent transformer ça en comment vous appelez ça, en dette intérieure et puis libérer tout le monde. Et puis chacun retourne à son poste. Pour un pays émergent aux alentours de 2020, on peut le faire. Si le décret présidentiel relatif au régime de la quotité cessible et de la quotité saisissable semble sonner le glas du règne des usuriers, une question subsiste. Qu'est-ce qui prouve qu'une fois libérés, les fonctionnaires ne retomberont pas dans le surendettement auprès des usuriers? Une question d'autant plus importante que depuis plusieurs années, la peurisation gagne de plus en plus du terrain. Les avancements sont bloqués à la fonction publique et le pouvoir d'achat des populations reste très faible. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, à l'absence de mesures durables d'accompagnement ainsi que de formation à la gestion de la sensibilisation soutenue, nombreux sont ceux qui craignent que les margouillards ou usuriers n'aient encore de beaux jours devant eux. Business 24. Business 24. Business 24. Votre chaîne d'information économique 24 heures sur 24. Voici la tribune de l'économie, premier hebdomadaire économique ivoirien. Premier en économie à Ebony 2014 et 2015. Cette semaine dans la tribune de l'économie, argent des soldats et des fonctionnaires. Pourquoi l'État sera en difficulté? Des secteurs bientôt sacrifiés. Vers une dégradation de la note souveraine. L'émergence est-elle encore possible? Nouveau gouvernement. Suite et fin du dossier Les finances prennent le pouvoir. Industrie et mines. L'homme de mission de la paire présidentielle. Construction, logement et urbanisme. Un spécialiste des PPP pour sauver les logements sociaux. Budget et portefeuille de l'État. L'année 2017 sera sûrement la plus longue. Mutinerie et grève. Des conséquences incalculables. Filière café-cacao, la réforme à l'épreuve de la baisse des cours mondiaux. Éco-région, les chambres de commerce de San Pedro et Boaké, bientôt autonomes. À Cocody, le marché Saint-Jean sera bientôt rasé. Finance et bourse, la valeur Chrome CEM en forte accélération.
Voici le bulletin officiel de la cote. Quel intermédiaire choisir pour investir à la BRVM? Entreprendre en Côte d'Ivoire. Prêt-à-porter homme. Ouvrez un atelier et réalisez près de 8 000 de recettes. Droit des affaires. Société commerciale. Comment constituer le capital d'une SARL? Par apport en nature. Toute l'actualité économique et financière en Côte d'Ivoire est dans la tribune de l'économie. Disponible toute la semaine dans tous vos kiosques. Business 24 Africa, première télé panafricaine d'information économique, est désormais présente au Burkina Faso. Entreprises, institutions, opérateurs économiques du Burkina Faso, porto-reportage, couverture d'événements, publi-reportage et spots publicitaires. Vous pouvez prendre contact avec notre bureau pour le Burkina. Déficom, téléphone, plus 226 25 30 54 57, plus 226 25 30 44 54. Contact Samoué Traogo, Ouagadougou, Burkina Faso. Annonceurs, entreprises et associations, opérateurs économiques, collectivités locales, organisateurs d'événementiels, administrations et institutions publiques. Pour toute couverture télé de vos activités par Business 24 en Côte d'Ivoire, appelez le service des reportages et couvertures 40 01 52 62 07 33 41 34 22 34 23 44 06 34 02 88. Boostez vos affaires, faites connaître vos activités avec Business 24 via le JT en 10 éditions. Avec Business 24, restez visible et faites fructifier vos activités. Publicité. Business 24, la chaîne de l'innovation au cœur de l'émergence africaine.